Encore du rang. Oui, encore. Précise à qui elle s'adresse peut-être la question. Oui, même aux deux, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est tout à fait apparent dans ce qui a été présenté, c'est le rôle des combustibles fossiles. Nous sommes bien d'accord. Ça fait quand même l'essentiel de la production de CO2. C'est ça qui a le plus d'incidence sur le climat. Quand je regarde les scénarios, mais je rebondis un petit peu sur ta proposition de faire un groupe énergétique. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Oui, bon. Donc, si on regarde les scénarios RCP, c'est des scénarios qui ont été confiés à des économistes. Je ne veux pas dire du mal des économistes. D'abord, je ne suis pas compétent dans le domaine, mais je pense qu'ils sont vraiment totalement incompétents en matière de réserve et de ressources. Tu as dit ce matin qu'il n'y avait pas de littérature dans ce domaine. Non, je n'ai pas dit ça. Je dis qu'il n'y avait pas l'équivalent d'un rapport qui fasse la même autorité que celui du GIEC, avec tout le travail qui a permis de le faire connaître. Moi, je te donne 10 noms, si tu veux, internationaux qui ont étudié ces questions, ont fait des rapports. Ces rapports ne sont jamais lus. C'est tout. Bon, je ne dis plus rien, c'est comme ça. Bon. Ça confirme ce que dit Hervé. Ça confirme ce que dit Hervé. Oui, ils sont pas lus. Ils sont pas lus. D'autre part, moi je dis que ces scénarios contraignent les politiques énergétiques de très près, parce que ce n'est pas la même chose de dire qu'on va avoir une courbe de CO2 comme ça, ou une courbe de CO2 comme ça, quand on veut parler d'investissement en stockage de CO2. Donc, si on arrive à réduire effectivement la marge d'incertitude là-dessus, on dirige directement des politiques énergétiques, des politiques publiques dans le domaine climatique qui commencent à avoir un sens. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Absolument, mais je pense simplement que ce qui est clé dans tout ça, c'est de... S'il n'y a pas d'enregistrement, donc ce qui est clé dans tout ça, c'est de trouver les lieux où on débat de ces problèmes-là, parce que le GIEC a un mandat volontairement restreint, et en discutant avec André à la table, il est peut-être même trop large, malgré cette restreinte qui s'est donnée. Derrière, la décision politique ne peut pas être une décision strictement politique. Il y a besoin d'un espace où on discute de tout ce qui est au milieu. Et ça comprend d'ailleurs des facteurs qui sont éthiques, qui sont vraiment politiques. Donc, ces espaces-là, pour le moment, ne sont pas vraiment couverts. En tout cas, je pense qu'ils ne peuvent l'être, enfin, ils peuvent l'être à un niveau national ou international, mais en tout cas, ils ne sont pas couverts. Il y a très peu d'endroits actuellement où on débat vraiment sur le fond, avec des chiffres, comme, en se montrant des diagrammes, en s'échangeant des arguments sur ces problèmes-là. Et bien, faisons le travail ensemble. Déjà, ce qui existe, il y a déjà le SLC, il y a le SPO dont je fais partie avec Jean Covici. On est tous les deux de la liaison. Faisons le travail ensemble. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Moi, je suis. Bon, créons un groupe. Mais je dis qu'il y a peu d'endroits où la maturation de cette. Mais je ne suis pas contre ce qui s'est fait, au contraire, je pense que ça pourrait il un peu plus. Bon. Un groupe énergie au niveau national, déjà pour commencer, où il y aurait effectivement un certain nombre de choses qui préciseraient, qui discuteraient, etc. Deuxièmement, je remarque que le DNTE a totalement éludé le problème des combustibles fossiles. Est-ce bien sérieux? Très bien. Le débat national sur la transition énergétique. Ça a été une querelle d'électriciens, si j'ose dire. Hein? C'est la transition électrique, c'est pas la transition énergétique. Bon. Donc 90% du problème mondial a été éludé. Je n'appelle pas ça un débat, moi, c'est de la rigolade. Bon, enfin, je m'arrête là. Oui, je réagis un petit peu à cette notion du rôle du GIEC, du rôle des autres. Et je pense qu'un des moyens qu'on aurait de régler un peu le problème, ce serait au niveau national. C'est-à-dire que ce qui m'embête un petit peu aujourd'hui dans le fonctionnement du GIEC et de ceux qui s'expriment pour lui, j'en fais partie, mais il y a Jouzel, il y a plein de gens, c'est que vous êtes devenus très internationalistes. D'accord? Alors que nous, au niveau de Second Climat, nous sommes une association qui est nationale et on travaille au futur énergétique et au futur climatique de la France, et avec nos moyens. Et il me semble qu'une des voies d'amélioration possible, c'est de dire est-ce qu'il ne peut pas y avoir
au sein du GIEC, ses représentants français, un lien avec justement des gens comme nous, qui sont des gens qui sont du secteur de l'énergie, qui permettrait de sortir un peu de ce hiatus horrible, qui est le fait qu'on ne parle plus, ou on ne parle pas assez d'énergie non carbonée, pour ne parler que de renouvelables, qui sont bien aussi, hein. Il ne s'agit pas de rejeter les renouvelables, mais essayer d'apporter le fait que la Suède, c'est pas la France c'est pas l'Allemagne c'est pas le Pérou. Et ça, je trouve que ça m'embêterait qu'on reste sur ce que tu dis, c'est-à-dire il y a le GIEC d'un côté, puis il y a de l'autre côté l'énergie. Alors je crois qu'au niveau national, on devrait faire quelque chose. Oui, donc je n'ai pas dit qu'il fallait faire nécessairement au niveau international, et même j'ai écrit un petit texte pour une recommandation qu'Atali a fait, je disais qu'effectivement il y avait besoin d'un lieu d'expertise nationale qui dépasse le GIEC et le domaine du GIEC dans ces domaines-là. Je suis assez d'accord. Oui, je pense qu'il y a un vrai problème entre les physiciens et les économistes, ou disons les gens qui s'occupent d'énergie et les économistes, mais c'est pas tellement avec les gens qui s'occupent de climatologie, je crois que c'est vraiment entre les économistes et puis les gens qui manipulent les quantités physiques. Là, il y a un vrai problème, mais ça montre une vieille tradition chez les économistes. Dans le fondement de l'économie classique, il n'y a jamais de problème de ressources. Les ressources sont infinies, ce ne sont pas des objets économiques, la nature est gratuite, et tout ce qui est objet économique, c'est la transformation de ces ressources. Mais les ressources sont toujours gratuites, donc elles ne sont pas un problème. Et elles sont en quantité infinie, tout est substituable, et donc il n'y a jamais de porte, il n'y a jamais de mur. Donc là, il y a un vrai problème, et l'école des ouches qu'on avait faite avec des gens du CEA et Jean-Marc et les gens du schiste, etc., c'était justement pour essayer, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même quelques économistes qui commençaient à ressentir le besoin de raisonner un petit peu, de réintroduire des quantités physiques dans tout ça. Un type qui est remarquable en France et qui fait beaucoup de boulot dans plein d'azimuts, c'est Gaël Giraud. Voilà, donc il y a des gens autour de lui, c'est pas juste français, il y a une école, etc. Donc il faut essayer de matérialiser. Mais c'est ça le vrai problème, je pense. C'est entre les économistes, il y a les géographes aussi qui sont des bons interlocuteurs, mais il n'y a pas de problème avec les climatologues, c'est les économistes et puis vous, les gens d'ASPO, enfin, les gens qui raisonnent en termes de quantité physique. De façon à ne pas violer le premier principe ni le second principe de la thermodynamique quand on fait des scénarios énergétiques. Donc c'est vraiment ça. Alors, Yves Bréchet, qui était là aux ouches, donc il a synthétisé tout ça très très bien, etc. Et maintenant, il faut essayer de matérialiser les choses. Enfin, mais il y a manifestement une demande, et maintenant, de différents milieux en question, quoi. Mais la question, c'est dans quelle instance, où faire ça. Il y a aussi le LID, le laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain, Paris 7, qui est impliqué là-dedans. La question qui se posait, c'était où faire ça, où stabiliser un groupe. Bréchet pensait au Collège de France, mais il semble qu'au Collège de France, il y a une sensibilité vaguement climato-sceptique qui rendait les choses peut-être pas très adaptées. Mais bon, donc, mais c'est ça, et c'est ça qu'il faut faire. Et la perspective de la conférence, évidemment, ça devrait être un facteur incitatif. Je termine juste par une question. Copenhague, ça s'est terminé, comme ça ne convergeait pas. Finalement, il y a Obama et les Chinois, ils sont mis dans une salle, etc., avec quelques autres, et puis ils ont sorti quelque chose dans les 2 degrés. Est-ce que l'échelle mondiale est la bonne échelle? Finalement, il y a 10 ou 15 pays qui sont les principaux émetteurs. Quel est ton sentiment là-dessus? C'est-à-dire, est-ce que des choses multilatérales, mais qui n'impliquent pas tout le machin des 180 pays mondiaux pour sortir des accords, est-ce que les gens ne sont pas en train de réfléchir dans cette direction-là, parmi les principaux émetteurs? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Alors, moi là ça va, je réponds en tant que citoyen, hein, je réponds pas en tant que... Mais je pense qu'il y a 2 aspects dans ces conférences. Il y a un aspect, effectivement, de prise de décision. C'est évident que le cadre, c'est même pas le fait d'être très nombreux, c'est le cadre national. Le cadre national fait que quand un chef d'État vient, il défend les intérêts nationaux. Donc s'il voit qu'il peut prendre des engagements plus faibles, son devoir de chef d'État national qui protège ses intérêts nationaux, ça va être de prendre des engagements plus faibles. Donc je trouve que la mécanique de ces grandes négociations internationales conduit en fait presque automatiquement à tirer les choses vers le bas et à certains déchets. Là, j'ai compris que les gens voudraient que les engagements soient
discuté et pris presque 9 mois avant la conférence. Et ce que j'ai compris aussi de choses échangées, c'est que, bon, finalement, beaucoup de gens pensent que ce qui sera établi 9 mois avant, ce sera le point final. C'est-à-dire que les gens n'iront pas plus loin à Copenhague. Enfin, l'idée qu'à Copenhague, Obama arrive et puis se sente transfiguré par l'état d'esprit, prenne du saké avec son correspondant chinois, et puis top là, c'était quand même un tout petit peu romantique, quoi. Je pense que c'était ça, oui, sinon il sortait avec rien. Voilà, donc c'était... Ça s'est pas fait, et je ne pense pas que ça puisse se faire comme ça. Après, au-delà de ça, je pense que d'avoir un forum où les pays, et en particulier les pays qui sont plus facilement victimes, puissent discuter. Si on pense qu'il y a, et c'était l'exposé de François ce matin, où il y a des risques de conflits, de tensions, je pense que c'est bien que les pays discutent entre eux et qu'il y ait ces échanges, parce que dans les COP, il n'y a pas seulement les gouvernements, il y a aussi les régions, il y a aussi les associations non gouvernementales. Tout ce qui se passe autour, hein, tout ce brassage d'idées, de gens, me paraît très positif. Mais attendre une décision de ça, c'est plus difficile, effectivement. Mais quelle est l'alternative? Je ne sais pas non plus. En tout cas, les gouvernements n'ont pas du tout envie de lâcher leur prérogative et de laisser prendre des décisions au niveau, par exemple, d'un conseil des régions ou de... Oui, je voudrais vous poser, si vous permettez, une question. Il existe depuis 2007 une directive européenne qui s'appelle